Bonjour à tous, bienvenue sur ce tout premier épisode live Lucky Bastards qui permet à tous les voyageurs de venir raconter et partager leurs histoires les plus folles, les plus drôles, les plus flippantes, les plus hot, les plus inhabituelles. Toutes les histoires qui peuvent vous arriver en voyage, quand vous êtes à l'étranger ou juste quand vous êtes en dehors de votre zone de confort. Donc c'est ça l'idée. On a Marc avec nous aujourd'hui sur ce premier épisode. Salut Marc, Bonjour, bonjour, bonjour. comment vas-tu? Très bien, vendredi après-midi, je me sens très bien, mais j'ai le cerveau qui marche pas, donc j'espère que je vais réussir à communiquer certaines de mes expériences de façon pertinente. Voilà. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Bon, dis-nous un peu qui tu es, pour commencer. Ben, je m'appelle Marc, je suis un citoyen français, anglais, maltais. Voilà, donc j'ai des parents, j'ai ma mère française, anglaise et mon père est maltais. J'ai Ok, vécu une bonne partie de ma vie en Italie. Ensuite, j'ai déménagé en Amérique du Sud, en Allemagne, et maintenant je suis retourné à Londres où maintenant je travaille en tech et voilà, et je fais de l'immobilier sur le côté. oh, cool, cool. Donc, tu parles plein de langues, du coup? Je parle quelques langues, ouais, quelques langues Ouais, européennes. Je parle français, anglais, maltais. Bon, en fait, non, je parle pas vraiment le maltais, mais français, anglais, espagnol et italien. ok, cool. Allemand, non? Parce que tu as vécu à non? Ouais, j'ai vécu à Berlin, bon, il y a beaucoup d'histoires de Berlin qui vont être J'imagine. qui vont Je être connais un peu édifiantes. Berlin. Pour connaître un peu Berlin, j'imagine qu'il peut y avoir quelques histoires. Exact. Non, c'est un bel endroit pour des belles histoires, mais non, malheureusement, j'ai pas eu la discipline d'apprendre le Deutsch. Donc Ok. voilà, j'étais souvent dans une boîte ouais, jusqu'à 6 heures du matin, donc j'avais aucune bande passante pour faire quoi que ce soit éducatif. D'accord, je comprends. Je comprends. Et tu kiffes Londres, ça se passe bien? Oui, Londres, despite ce que tout le monde dit, moi j'adore Londres. C'est un endroit très multiculturel. Ensuite, je me sens à la maison, j'ai de la famille aussi qui a débarqué ici assez récemment, donc feels like home, comme ils disent. Cool, 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 cool. Bon, très bien. Donc, on sait pas. Tu m'as très, très brièvement présenter deux trois histoires qui t'amusent de partager, mais j'ai pas vraiment le contenu de l'ensemble. Donc, bah, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous aujourd'hui? Écoute, j'ai une histoire voilà, qui me saute à l'esprit, qui était l'un de mes continents préférés, c'est l'Amérique du Sud. Donc, Ouais, j'ai pas mal d'histoires en Colombie, en Mexique. Donc, je vais commencer avec une histoire de la Colombie. Donc voilà, j'espère que voilà, ça fera rire certaines personnes. eh ben, écoute, on t'écoute. Alors, je pense que l'année, c'était 2018, donc ça fait déjà 6 ans. Et en fait, j'avais décidé d'aller voyager en Amérique du Sud tout seul. Mmh. Et donc, je débarque en Colombie et plus spécifiquement à Santa Marta, qui est dans le nord de la Colombie. Ouais, Et je à un connais. certain point, voilà, j'ai décidé d'aller dans une forêt tropicale. Et si je me souviens bien, ça s'appelait Palomino. Si je me souviens bien, mais en fait, c'est une grosse forêt tropicale. Et en fait, j'ai rencontré un mec qui était lui aussi tout seul en train de voyager, en train de découvrir, cette partie du monde, et il m'a dit que voilà, donc dans quelques jours, il allait, faire de la motocross, dans le désert pour ensuite franchir une étape qui à moi m'était très étrangère. Et donc, sans aucune expérience en motocross, j'ai décidé bien évidemment de dire oui, parce que voilà, pourquoi pas? C'est un Et voyage, tu dis oui à tout quand tu explores. exactement, exactement, exactement. Et j'ai pas dit suffisamment oui dans le passé et tu te rends compte que quand tu dis oui à ces choses, c'est les histoires qui te restent dans la tête. Donc ouais, c'est une Mmh. petite philosophie de vie à réexplorer. Mais écoute, ouais, donc en fait, on se re-rencontre, 2 jours plus tard. Donc on s'était rencontrés dans une forêt tropicale et 2 OK. jours plus tard, on se retrouve à Santa Marta, qui était l'endroit où on devait en fait, chercher nos motocross. Et donc on débarque et je pense dans les premières 5 minutes, je suis tombé 3 fois. Vraiment, 3 Mais fois. vous aviez chacun votre propre moto, c'est ça? Ouais, on avait chacun nos propres motos, il y avait des vitesses. Bon, moi, je sais à peine conduire une voiture, let alone une motocross. Donc vraiment dans 5 minutes, je me suis éclaté la gueule 3 fois.
Ensuite, j'ai plus ou moins compris un peu le mécanisme et ensuite, donc on est parti et on fait plusieurs heures, et en fait, on arrive dans le désert et à un certain point, il commence à faire assez dark et en fait, on se rend compte que, voilà, il était 8 heures du soir, mais on aurait dit qu'il était minuit et parce qu'en fait, là, le soleil, malheureusement, il couche il couche très tôt. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se perd et on décide donc de prendre un raccourci et parce qu'on va de très, 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 très loin, on voit une petite lumière et on pense que c'est le village que l'on voulait en fait franchir. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on prend ce raccourci et avec les motocross dans ce désert, en fait, avec beaucoup de boue et de sable mouillé, on se retrouve, en fait, en train de couler dans un, je sais pas comment ça se dit en français, mais un quicksand. Donc, en fait, nos motocross, en fait, n'arrivent plus à bouger et commencent peu à peu, en fait, C'était quoi? à C'était du sable mouvant, on dit, je crois. Le c'est truc qui ça le t'attire. mouvant. Ensuite, tu verras dans l'histoire qu'en fait, elles disparaissent pas complètement, mais en fait, tu te retrouves en fait immobile. Et j'ai dû Ensablé. donc non seulement abandonner la motocross, mais j'ai dû abandonner mes chaussures. Donc voilà, donc on est 4, 5, 6 heures dans ce voyage de motocross au milieu de nulle part. Et donc, Ouais. moi, l'histoire, on abandonne les motos et moi, j'abandonne aussi mes chaussures. Et donc, on essaie de retrouver un chemin. Donc ça, je ne sais pas combien de temps ça nous a pris, mais après avoir essayé d'avoir sorti les motocross, on abandonne, on dit: «Écoute, c'est trop dangereux, il faut qu'on trouve quelqu'un qui pour nous ramener à quelque part de civilisé» et donc en fait, on commence à marcher et 1 heure plus tard, on commence à sentir, des aboiements. Donc en fait, ce qui se rend compte, c'est en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des chiens sauvages qui malheureusement étaient en train de nous suivre. Ensuite, avec un peu de chance, on a réussi à les évader en hurlant. Je me rappelle plus des mouvements que j'avais fait, mais j'imagine que si j'avais une caméra qui me reprenait, j'aurais été très embarrassé par les mouvements très ridicules que j'aurais fait. Mais bon, voilà l'histoire, on s'est pas fait mordre, mais bon, ça, c'était le premier épisode qui était assez marrant. Ensuite, finalement, C'est quand même des chiens sauvages comme ça. comment? Je dis, ça fait flipper quand même, les chiens sauvages comme ça en pleine nuit, dans un endroit que tu connais pas. Ouais, ouais. J'avoue, c'est pas rassurant. Ouais, Ouais. franchement, quand tu entends toutes ces histoires en quoi, tu peux te faire mordre et tu peux choper une je sais pas, rabies en anglais, c'est ouais, tu entends des histoires assez marrantes sur ça. Ouais, ouais, moi je suis allé plusieurs fois à Dakhla au Maroc faire du kitesurf. C'est un endroit où tu peux faire du kite, très cool. Mais apparemment, il y a plein de chiens, tu vois, qui traînent et dont des chiens sauvages. Je sais pas s'il faut les appeler chiens sauvages, mais ouais, tu as plein de chiens qui traînent. Et il y a une histoire comme quoi il y a une meuf qui était partie faire un footing et qui s'est fait bouffer par les chiens. Elle s'était un peu éloignée. Je sais pas si c'est vrai, moi c'est pas quelqu'un que je connais et tout, mais c'est un truc que j'ai entendu là-bas. Comme quoi, faut pas trop s'éloigner parce que les chiens sauvages, ouais, ils sont sauvages, quoi. Bah, écoute, moi, je me suis pas fait bouffer, donc malheureusement, j'avais rien à bouffer, donc d'une partie, il y avait une Ouais, partie de moi qui en fait, non, si je me souviens, je pense qu'on avait dû avoir un demi-litre d'eau et quelques biscuits, donc on avait de la bouffe, mais en effet, de toute façon, les chiens sauvages, le problème, c'est que comme tout animal, s'ils mangent pas depuis quelques jours, la réalité, c'est qu'à un certain point, bah, ouais. ils vont commencer à t'attaquer pour des raisons assez primales. Ouais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, on arrive à les effrayer, même si bon, on était plus effrayés qu'eux, vraisemblablement et je sais plus la timeline, mais je pense 1 heure encore après ça, on débarque sur cette rue, mais c'est pas une rue officielle, c'est dans le désert, c'est des traits dans le désert où tu as des voitures qui passent. Donc Ouais. à fur et à mesure que les camions ou les voitures, repassent sur ce On trace, chemin, tu as une sorte de, voilà, de ligne droite qui plus ou moins, pourrait être décrite comme une route et donc plus ou moins, donc c'est là où on commence à faire je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, quand tu mets ton pouce et tu demandes du hop, hitchhike, ouais. du stop, donc on commence à faire du hitchhiking et je pense qu'il doit y avoir, sur une demi heure, 4-5 voitures qui ont passé et justement personne s'est arrêté parce qu'on, on pourrait être des Des fois de voleurs, nuit. on pourrait être des criminels et donc en fait tu te dis, je sais pas, au milieu du désert, essayer voilà, d'aider, 2 étrangers qui, voilà, dans le sens on n'est pas des dans le sens, comment on dit en anglais? On a peur des étrangers, xénophobia, donc tu vois des personnes que tu connais pas, justement, tu penses le pire. Mais bon, Ouais. malheureusement, il y avait personne qui voulait, voilà, nous nous Le nous prendre. sauver. Mais bon, à un certain point, on se retrouve, avec un gros camion d'immigrés
Il y a pas, et qui s'est arrêté. Et je pense que parce qu'ils étaient une quinzaine, vingtaine, je pense qu'ils se sont dit, au pire des cas, voilà, on est Ouais, 14-15, on va pouvoir les braquer. ouais, Et donc, je commence à parler avec mon espagnol très limité sur comment, en fait, pourquoi on est là, qu'est-ce qui s'est passé. Et morale de l'histoire, il nous disait, écoute, très bien, on va vous ramener dans l'endroit où, en fait, vous voulez y aller. Parce que c'était plus ou moins eux, c'était la même destination. Donc, juste pour info, cette petite ville de l'autre côté du désert s'appelait Cabo de la Vela. Donc, c'est vraiment un bidonville de l'autre côté du désert avec des plages incroyables. Donc, l'idée, c'était de dormir dans un hostel, profiter de la vue et retourner le jour après dans, dans ok, la, dans la ville citoyenne qui était assez loin, qui s'appelait Santa Marta. Donc, en fait, on arrive finalement, et ça doit être 6 heures plus tard, dans le désert. ouais, Et finalement, on arrive, il doit être minuit, et morale de l'histoire, une fois qu'on est arrivé, le shérif de cette petite ville, bidonville, nous demande qu'est-ce qui se passe, parce que bon, on leur avait dit qu'on avait abandonné nos motos, qu'il y a eu des problèmes, qu'on a eu des problèmes dans le désert et qu'on arrivait, voilà, avec très peu de, voilà, on arrivait avec des problèmes. Donc, nous, à la place d'aller dormir à 1 heure du matin, le shérif décide de retourner dans le désert et de dire, écoutez, si on ne retourne pas maintenant, vous n'allez jamais les retrouver, vos motocross. ouais, Donc, heureusement, j'avais mis un pin sur Gmaps, Google Maps, pour plus ou moins identifier l'endroit de- des motocross. Donc, on retourne dans le désert, mais cette fois, on retourne avec le shérif, 2 voitures et 3 motocross et 3 quad bikes. Donc, on retourne. Donc, je ne sais pas combien de temps ça nous a pris. Comme porté, Ouais, donc c'était vraiment assez intense, mais avec une escorte. Et finalement, on retrouve l'endroit. Donc, on retrouve les 2 motos qui peu à peu coulaient, mais bon, elles étaient toujours là. Et je pense qu'on a pris une demi-heure à 4 pour sortir les motos de la boue, de la, de la sable qui a été quand même assez endurcie par le temps et par l'eau. Et donc, bon, finalement, on réussit à les sortir. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ne voulaient pas nous les redonner. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi les policiers ils avaient décidé de prendre nos motocross et nous retourner dans la voiture. Mais bon, on retournait tous dans la même ville. Donc, je me suis dit, bon, au pire des cas, ils nous la redonneront à la fin de. Ensuite, il faisait tellement tard le soir ou tôt le matin que ça m'allait de ne pas utiliser la motocross. Donc, en ouais, fait, mais tu sais quand même le truc un peu chelou, tu commences à te demander est-ce que vraiment ils sont venus pour m'aider ou est-ce qu'en fait ils veulent me braquer la moto, quoi, c'est ça? exactement. Je pense que toi aussi, tu as dû avoir des expériences similaires avec la police. Bon, nous, on a la chance que voilà, la police en France ou en Angleterre, peut-être pas la meilleure au monde, mais ils sont pas là pour voler tes motocross. Donc, Ouais, voilà bah, l'histoire. Fast forward, on arrive au village et en fait, on est au moment où nous, on allait à notre hostel et on veut en fait prendre nos motocross et en fait, ils nous disent, écoutez, si vous voulez, vous devez nous donner tout ce que vous avez financièrement. Donc en fait, je me retrouve, voilà, à devoir, dévaliser mon portefeuille. Je leur ai donné tout ce que j'avais. C'était plus ou moins l'équivalent de 200 $. J'ignore les détails, mais c'était quand même pas mal d'argent dans ce pays et c'était surtout l'argent que j'avais besoin pour retourner à une ville un peu plus civilisée. Et voilà, donc ça, c'était un peu la première histoire. Tu te retrouves au milieu du désert. J'ai voilà, des aboiements de chiens sauvages et finalement une police corrompue qui voulait pas me redonner j'ai connu un truc comme ça au Mexique, un peu plus flippant quand même, mais de corruption, pure de la police militaire, je crois. Je sais pas trop faire la différence. J'étais sur une plage avec un pote en train de fumer un joint, un peu tard le soir, mais pareil dans un endroit où le soleil se couche hyper tôt, tu vois? ouais. Et là, il y a 2 flics militaires, je sais pas trop, qui arrivent, mitraillettes et tout, et qui commencent à nous mettre un coup de pression énorme parce qu'ils avaient senti l'odeur du joint, tu vois? À essayer de nous mettre un Une coup de pression. opportunité pour se faire de l'argent. Ouais, clairement, parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, et c'est mec, c'était assez flippant, hein, ils nous ont braqués avec les mitraillettes. Ils ont braqué les mitraillettes sur nous. Ils nous ont demandé de leur filer, tout ce qu'on avait sur nous, heu, c'est-à-dire rien. Mais quand ils t'ont braqué, c'est quoi? Ils t'ont mis un pistolet au front? C'est-à-dire, Non, ouais, en fait, on s'est jamais levé, on était assis par terre, ils sont arrivés derrière, ils sont mis devant nous, genre, ils nous ont pas genre, on est restés assis, tu vois?
Ils nous ont pas dit de nous lever, machin truc. Et ils ont pointé les mitraillettes vers nous, tu vois. Pas directement sur le front, mais vers nous. Et ils nous ont dit, bah, vous allez nous donner ce que vous avez et tout, machin. Je te dis, ils ont commencé à nous mettre un coup de pression sur le fait qu'on Ouais. fumait. Enfin, le Mexique, un mec qui fume un joint, ils en ont rien à foutre. Tu vois. Et puis la moitié de la production mondiale vient de là, sûrement. Ouais, ouais, voilà. Et du coup, ils ont, ils nous ont dit, en fait, ils m'ont gardé moi, et ils ont dit à mon pote d'aller chercher dans la chambre d'hôtel tout ce qu'il y avait pour venir récupérer. Ils ont dit, t'as 5 minutes, sinon on tue ton pote. Tu vois. Oh là là. Donc moi, j'étais en fait, c'est Ils ont bizarre. carrément dit: «On tue ton pote Ouais, ouais, si». ouais. Ah, ils étaient Oh. vénères, vénère. Mais après, je sais pas, moi, après, j'ai une manière de réagir dans ce genre d'histoire qui est, je pense que je me masque un peu la vérité. Donc, je me disais qu'en fait, ils étaient en train de nous mettre un énorme coup de pression. Clairement, ils voulaient nous racketter, c'est ce qui les intéressait, tu vois. Et que bah, mon pote, il allait faire vite et qu'il allait revenir avec un peu d'argent qu'on avait, sachant qu'on n'avait pas énormément de trucs, et qu'ils allaient nous laisser, tu vois. Parce que, Ouais. enfin, je ne pouvais pas imaginer qu'ils allaient nous buter, tu vois. Et mon pote, il est effectivement revenu avec tout l'oseille qu'on avait, c'est-à-dire c'était pas grand-chose. Une montre, qui était sa montre, il avait une montre, mais qui était une montre de merde en plus, qui valait rien, mais il a donné, et un appareil photo, je crois, il a donné ce qu'il avait, et ils sont barrés. Ils nous ont dit que si on en parlait, notamment à la police, qu'ils nous retrouveraient et qu'ils nous butaient. Tu vois. Et ça, c'était sur une, ils après, ils sont barrés. Et ça, c'était sur une plage vers Mazunte, je crois, au Mexique, sur la côte sud. Le Mexique, il faut. Je dis le nombre de personnes qui. Le nombre d'histoires entre le Mexique et le Brésil. J'ai vraiment l'impression que c'est. Bon, aussi la Colombie, mais le Mexique et le Brésil, j'ai vraiment l'impression que c'est deux pays où tu peux marcher dans la rue, tu peux te faire arrêter pour aucune raison. La police qui est tellement corrompue va toujours trouver une raison pour voilà, essayer de faire voilà, débourser une somme bon, potentiellement pour eux assez faramineuse parce qu'à la fin on a quand même des échelles différentes voilà, économiques. Et donc ouais, j'ai le nombre d'histoires où il y avait une fille que j'avais rencontrée, elle s'était fait arrêter dans la rue par un policier. Écoute, j'ignore les détails malheureusement, mais c'était une histoire assez similaire. Ouais, mais elles viennent toutes du Mexique ou du Brésil. Mais ouais, c'est un délire. Là. Moi, j'ai fait 6 mois, j'ai vécu 6 mois au Mexique. Et ouais, il y a plusieurs histoires avec la police. Tu sais que là-bas, j'espère que je dis pas une connerie, mais ce qu'on m'avait dit, en tout cas sur le coup, quand j'étais là-bas, c'est que pour être flic, en gros, tu t'achètes ta licence de flic presque. Tu as peut-être un ou deux petits examens à passer, mais c'est vraiment Ouais. le métier bas d'être flic au Mexique. Tu vois. Donc les mecs, ils sont super mal payés. Ils vont chercher leur flingue une fois qu'ils ont acheté leur licence de flic, limite ils vont acheter leur flingue ou je sais pas exactement comment ça se passe. Et après, en fait, c'est la porte ouverte à la corruption parce que les mecs, ils ont un super bas salaire, ils ont toujours accès à des. De toute façon, si tu ne peux pas vivre sur ton salaire, c'est une raison en plus pour aller racketter des personnes. Malheureusement. Non, mais de toute façon, ensuite, c'est sûr que, bon, je ne vais pas généraliser, tu as sûrement un pourcentage des policiers qui ont des bonnes intentions, mais tu en as beaucoup qui, justement, ils veulent le badge pour ensuite Ouais, ouais, ouais. forcer la main et se faire de l'argent sur le côté ou faire voilà, vendre des drogues. En sens, à la fin, ça te permet de te protéger et développer un réseau illégal avec plus de sûreté. Donc, ouais, Ouais. je dis même Cape Town, dans le sens, il y a plusieurs pays qui me viennent à l'esprit là. J'ai une histoire qui, en fait, qui me vient à l'esprit là, et c'est au Brésil. Euh, c'est peut-être pas avec des policiers, mais je sais pas pourquoi, mais c'est celle-ci. Cette histoire me vient à l'esprit. En fait, j'étais au Brésil, j'étais tout seul. Je venais d'avoir passé 6 mois en Argentine. Et avant de retourner, donc c'était mon Erasmus ou mon exchange, j'avais décidé de retourner en Europe, parce que bon, mais j'ai décidé de passer par le Chili et ensuite le Brésil. Donc je me retrouve au Brésil tout seul. Je vais avoir 19, 20 ans, je pense. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais rencontré un couple qui était en fait dans le même hostel que moi. Et on décide de sortir. Donc en fait, on se retrouve en fin de soirée, on avait vraiment passé un bon moment. Et on retourne en fait à l'hostel et on traverse en fait une rue, un quartier, une place en fait avec des arches.
Donc à Rio, il y a une place principale avec des arches qui est assez connue. J'ignore les détails. Et en fait, on s'est fait braquer. On s'est carrément fait braquer. Donc, on s'est fait entourer par un gang qui, en fait, était l'idée dont le chef, c'était un trans qui, en fait, ouais, c'était une femme, on aurait dit vraiment une bête, malheureusement, parce qu'elle avait une attitude, une façon vraiment de communiquer. Et souvent, ce qu'elles font, c'est qu'elles te donnent un compliment de loin. Donc, ils disent ah, bonito. Et toi, tu prends le compliment, tu te retournes. Et ensuite, avant que tu le saches, tu te retrouves avec 10-15 personnes autour de toi. Donc, j'étais moi avec ce couple et on était entouré de ce gang. Et en fait, ils commencent à nous attaquer. Moi, je tombe par terre et je ne sais pas comment, mais je sors en fait de ce cercle. Je suis tombé 2 fois en essayant de m'échapper. Mais la copine de ce garçon que j'avais rencontré, elle a aussi plus ou moins réussi à s'échapper. On lui avait arraché son collier et une partie de ses habits. Mais le copain, lui, était resté au milieu de ce cercle assez violent. Et en fait, il était par terre en train de se faire frapper. Et en fait, il ressort de ce trauma, on va dire, pratiquement en culotte. Et la seule chose qu'ils n'avaient pas réussi à lui piquer, c'était son passeport qui était dans ses fesses, en fait, dans ses caleçons, tu sais, entre ses cuisses. Et donc, en fait, tu te retrouves vraiment, ils ont vraiment des stratégies sur comment te foutre de la pression. Et c'est carrément une profession là-bas. Ensuite, je vais encore, je ne sais pas d'exagérer et faire et stigmatiser, mais en fait, tu te retrouves vraiment avec des stratégies pour créer de la pression, pour se faire de l'argent. Et c'est souvent Ouais, ouais, les touristes qui sont victimes. ouais, clairement, clairement. Ok, ok, cool. Juste une question sur ton histoire en Colombie là. J'ai fait la Colombie aussi et je suis allé dans un désert. Est-ce que c'est le désert? Je me souviens pas du nom, mais je pense pas qu'il y Alors, ait autant. Est-ce que c'est tout au nord-est de la Colombie là? c'est La Guajira, je pense que ça s'appelle. La Guajira. Donc, Guajira. Ouais, ouais, c'est ça, où tu as des dunes qui tombent, qui tout d'un Ouais, coup tombent dans la mer. exact. C'est exactement ça. Ah, ok, c'était là-bas. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est complètement isolé cet endroit. Tu te retrouves vraiment en fait de l'autre côté. En fait, ce qui est beau, c'est à quel point c'est désert, dans le sens. Mm. T'as des dunes, tu as des falaises qui sont incroyablement hautes. Tu as personne. J'étais tout seul. En fait, j'ai une photo, j'espère que je vais pouvoir la partager. Mais je la trouverai, je l'enverrai. Peut-être on la fera afficher sur sur la caméra. Mais ouais, c'est magnifique, hein, dans le sens, Ouais, ouais, ouais. j'ai aucun regret pour, j'ai aucun regret. Heureusement que voilà, j'ai seulement perdu 200 $ et une nuit de sommeil. Ça aurait pu être bien pire, mais les photos que j'ai prises en valaient vraiment la peine. Cool. Donc, Ok. ouais. Et du coup, t'avais une ou deux autres histoires, je crois. Ou Écoute, ouais, t'avais- donc j'ai des autres histoires, donc j'ai une petite liste. Donc, encore, il faut que je comprenne quelles sont les histoires où je peux me permettre de dévoiler la grande majorité des faits. Mais Ah, tu écoute, peux tout là, je faire. regarde ma liste. Antenne libre, là, sans toi libre. Alors, alors, il y en a une autre à Rio, mais je sais pas si celle-là, elle est particulièrement intéressante. Ah, vas-y, tu sais quoi, on va changer de continent, et on va aller sur le continent européen, en Turquie. Ouais. Donc, écoute, alors, ouais, donc j'étais en Turquie, ça doit être il y a plus ou moins il y a 10 ans. Encore, j'étais en train de voyager. Non, j'ai pas voyagé tout seul, mais en fait, je suis resté. J'ai extend en fait mon trip de quelques jours. Et donc, en fait, je me baladais tout seul. Je suis allé à ce restaurant. Je paye, je quitte le restaurant et quelques secondes après que je quitte le restaurant, il y a quelqu'un qui me bouscule, qui me rentre dans l'épaule et il s'excuse. Et en fait, je commence à lui parler ou il commence à me parler. Et en fait, morale de l'histoire, on commence à chatter. Mec très charmant, très smart. Il me dit qu'il est de Dubaï, il est là juste pour, voilà, pour travailler. Il a sur un deal dans le pétrole. Moi, je lui partage mon histoire et donc en fait, voilà, on devient potes très rapidement, et donc je me retrouve en fait, invité à un bar où en fait il m'offre à boire. Donc moi, bon, j'accepte. Je buvais pas à ce temps-là, donc j'avais accepté une version, dans le sens c'était un jus d'orange, tandis que lui, il prenait ses shots. Mais bon, c'était gentil de sa part de m'inviter. Donc en fait, je me sens plus ou moins moralement obligé
de renvoyer l'ascenseur. Ouais. Et donc, en fait, je l'invite et il me dit, écoute, j'ai un endroit en tête, et si tu veux, on peut y aller maintenant. Donc, j'ai décidé d'accepter. Et c'était un dimanche soir, ça je me rappelle, c'est un dimanche soir. Je sais pas pourquoi, mais je voulais pas faire tard. Donc, écoute, on prend un taxi et en fait, je me retrouve dans ce bunker, dans ce bar qui en fait est enterré. Et c'était un très beau bar, très, très élégant, très prestigieux. Et tu voyais, il avait une certaine, tu te sentais un peu intimidé. C'était un peu cet type d'endroit où en fait, voilà, il faut y aller préparé. Mais bon, écoute, c'était un peu à la dernière minute, donc on s'installe à une table. Et Ouais. je lui dis: «Écoute, avec grand plaisir de te payer des drinks, mais bon, je vais pas trop tarder». Donc avant que tu saches, on se retrouve entouré par 2 meufs qui étaient très, très jolies et qui n'étaient même pas turques, mais c'était clairement des filles qui étaient, voilà, programmées, et intentionnellement placées pour, voilà, augmenter les dépenses. Donc bon, c'était pas, je comprenais un peu le scénario dans lequel j'étais, mais bon, j'avais promis de payer quelques drinks, donc j'ai dit: «Tu sais quoi? Allons-y, commandons quelque chose». Donc il commence à commander, elle commence à commander. Moi, voilà, je commence à me sentir un peu inconfortable parce que bon, j'avais promis de renvoyer l'ascenseur, mais peut-être pas, voilà, lui repayer son voilà, exactement. Et donc je décide de partir et donc je dis: «Écoute, je vais payer la note». Le manager arrive avec la note et la note, si je me souviens bien, c'était 2 000 pounds. Donc 2 000 pounds, c'est plus ou moins 2 500 €. Je me rappelle que c'était plus ou moins 4 fois les dirhams. C'était plus ou moins 8 000 dirhams, c'était 2 000 quelque chose. Donc je me rappelle, c'était un. Mais je me rappelle qu'en euros et en pounds, c'était 2 000, 2 500. Et on avait commandé l'équivalent de, je pense, 200, et encore, peut-être 150 balles d'alcool au grand max, au grand max. Ouais. Donc voilà, donc je me retrouve à devoir payer voilà, une note qui n'a rien à voir à ce qu'on a consommé. Donc je commence à comprendre qu'il y a un problème. Donc je dis: «Écoute», je reparle avec le manager. Le manager me présente le menu et en fait, bien évidemment, il me présente un menu, que j'avais jamais vu. Un menu avec des prix qui sont bien évidemment 4, 5, 6, 10 fois supérieurs à ce que moi j'avais précédemment vu. Donc Bien là, ficelé quand même, hein, leur truc, hein. comment? Bien ficelé quand même leur truc, hein. Franchement, je t'ai dit, Ouais, j'ai du respect pour lui, hein. Franchement, j'ai du respect pour lui parce que je le doutais pas encore. J'avais pas encore cerné. Je comprenais que j'étais dans une situation, où il y avait où il y avait un scam, mais c'était pas encore très clair que c'était lui, le dénominateur commun à tous ces problèmes. le mec du début, le Le mec mec qui du était début, rentré. le mec qui, voilà, qui était là en mode, business pour faire des affaires et qui était de Dubaï. Et donc en fait, je dis: «Écoute, je veux bien payer une partie de la note, mais moi je vais pas rester et mon ami, il va rester avec les filles». Et d'un coup, lui, il me dit: «Non, non, moi je vais pas rester, moi je vais partir là». Je dis: «OK, bon, bah, écoute, moi bien évidemment, je vais pas payer tout ça et en plus de ça, les prix sont incorrects, donc il va falloir qu'on trouve une solution parce que moi je vais pas du tout payer ça». Donc c'est là où bien évidemment, où les 2 gardes du corps, voilà, elles font surface et en fait, je me retrouve encore braqué par des hommes qui sont physiquement plus imposants que moi. Et je m'en souviendrai toujours, ils me ramènent, au fin fond de ce bunker, de ce bar, enterré, dans une petite salle, où bien évidemment, il y avait qu'un petit bureau et il y avait rien d'autre. Donc je me Mmh. dis: «Voilà, ça commence à être un peu plus grave». Et ils ont dit cette phrase et je m'en souviendrai toujours et c'était du genre, la, «We are not animals, we will find a solution» or «You have to find a solution». Je me rappelle, il avait utilisé l'expression «We are not animals». Donc là, bon, là, je commence encore plus à c'est très calme, mais dedans, je flippais et donc j'ai dit: «Il fallait que je trouve une solution pour sortir et m'échapper». Donc en fait, le seul espoir que j'avais, c'était de leur dire: «Écoutez, fouillez-moi, vous allez voir qu'il y a pas suffisamment d'argent pour couvrir, la note, donc il faut aller à mon hôtel». Donc après une demi heure de négociation, je lui ai dit: «Écoutez, si vous voulez encore déshabillez-moi, vous allez rien trouver. La seule façon où vous allez vous faire de l'argent, c'est que si vous me raccompagnez à l'hôtel». Donc le manager finalement, est d'accord et donc il envoie ces 2 babouins, avec moi pour en fait me raccompagner voilà, à mon hôtel. Et à un certain point, un des 2, donc on était dans la rue, dans Taksim Square, donc un des quartiers principaux de de, la capitale de la Istanbul? Turquie. Hem, Istanbul?
Istanbul, voilà, merci. Et à un certain point, voilà, donc il y a un des deux babouins qui est en train de refaire ses lacets. Et donc, en fait, là, je trouve une opportunité pour m'échapper. Donc, d'une seconde à l'autre, j'en retrouve un qui, voilà, qui comprend pas ce qui se passe. L'autre, il commence à me courir derrière. Et en fait, il y avait un hôtel très proche de nous, c'était l'Intercontinental. Et j'y étais allé le jour avant parce que ils avaient une meilleure gym. Donc, en fait, je connaissais un peu l'entrée et généralement l'endroit. Donc, je me retrouve en fait poursuivi par ces deux gardes du corps, par ces deux bouncers. Mais bien évidemment, ils ne rentrent pas dans l'hôtel parce qu'il y a des caméras. Et donc, morale de l'histoire, l'hôtel me débarque au shérif. Je me retrouve voilà, confronté par le shérif, expliquer la situation. J'explique toute la situation. Bien évidemment, ils font rien. Et j'ai réussi voilà, plus ou moins à échapper belle à cette dépense. Donc, j'ai rien dépensé. Ouais, J'ai du même coup, ça pas, va. voilà, donc c'est eux qui ont perdu de l'argent. Et donc, je me retrouve voilà, en un net positif cette nuit-là. Mais voilà, c'était touch and go, comme ils disent en Angleterre. Mais c'est fou comme dans ces situations. J'ai connu quelques situations aussi où tu sens qu'il faut que tu mobilises ton attention, ta concentration et ton énergie à comment je me sors de cette situation de merde dans laquelle je suis en train de me mettre, tu vois. Et là, Exactement. clairement, quand tu te retrouves dans une petite salle en sous-sol avec deux molosses qui t'expliquent que c'est pas des animaux qui vont trouver une solution, sous-entendu, on n'est pas des animaux, mais on peut le devenir en gros si. Exact, Si- exactement. ouais. Donc ouais, c'est dans ces moments-là, faut vraiment garder son sang-froid, réfléchir à. Et là, c'est ce que tu as fait. Tu as trouvé une option en disant l'hôtel. Évidemment, quand tu dis ça, j'imagine que pour toi, ton premier objectif, c'était d'être dehors déjà, parce que Exact. tu es plus en sécurité. Donc tu dis on va aller à l'hôtel et tout, et puis après, dès que tu as pu, tu t'es barré en courant. Exact. Et ouais, c'est ça, c'est penser à des stratégies pour garder son froid et comment tu t'en sors, quoi. Et tu te rends compte vraiment dans ces situations-là, et c'était la même situation avec le désert, avec cette personne que j'avais rencontrée en Colombie, avec qui j'avais décidé de faire ce voyage motocross dans le désert. Tu te rends compte à quel point comment tu réponds au stress. Des Ouais, personnes qui perdent en fait, qui deviennent très irrationnelles et qui en fait, ouais. voilà, deviennent très expressifs et voilà, je sais pas comment l'expliquer, Pas de mais leurs moyens. oui, voilà, ils n'arrivent pas à se contrôler et ensuite et moi je pense que maintenant c'est officiel, je fais partie d'une autre catégorie de personnes qui au contraire, je deviens extrêmement calme. Mmh. Au point où en fait je me reconnais même pas et c'était assez intéressant parce que dans la situation en Colombie comme celle-ci, en fait la personne avec que j'avais rencontré, en Colombie, lui il avait commencé à flipper: On va plus avoir de bouffe, on est au milieu du désert», donc il était vraiment en train de flipper et moi j'étais très calme, toujours très calme, surtout parce que tu as une autre personne qui est en mode hystérique et c'était voilà, c'était assez intéressant où tu te rends pas compte à qui tu es quand basically en anglais on dit when your back is against the wall, you understand who you really are, or you can really see certain facets of your personality. Et Ouais, ouais. c'est très vrai ça. Donc je sais pas si toi aussi tu as découvert, on va dire, certaines facettes de ta personnalité dans ces situations extrêmes, mais c'est souvent un bon, ouais, c'est un Moi, ouais, j'ai découvert des 2-3 trucs, je sais que j'ai eu des je vais pas rentrer dans le détail là, ou commencer à raconter mes histoires maintenant, mais je sais que j'ai eu des situations que j'ai vécues où je me suis surpris en ouais, termes de réaction, de comment j'ai géré le truc, tu vois? Moi aussi, j'ai tendance à être je suis calme dans la vie et j'ai tendance à savoir vraiment garder mon calme quand il le faut, quand il y a une situation de ouais. danger. Mais ouais, c'est vrai que tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est vrai que tu te découvres, ouais, tu as raison, parce que ouais, quand tu es dos au mur et tu es face à une situation que tu connais pas, c'est comme ça que tu comprends un peu Ouais, de quel cuir voilà, tu constitué, quoi. exact. Écoute, et sinon, je suis en train de penser à des autres histoires. J'ai des histoires à Cuba, j'ai une autre histoire à Rio. Je suis en train de penser quelle serait la ouais, je pense que je vais éviter celle de Cuba. Juste, je pense qu'il va falloir, ouais, peut-être faire ça un autre jour. Mais, ouais, je peux t'en partager une autre petite dernière concernant, Rio. Donc j'étais en fait, donc ça faisait partie de ce même voyage. Donc, ça doit être quelques jours avant ou quelques jours après, le que le gang, tu sais, quand le gang m'avait attaqué à Rio avec le couple, c'était les mêmes 10 jours. Donc comme tu peux voir, j'ai vraiment passé un très bon quart d'heure au Brésil.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je commence à nager, c'était à Ipanema, donc une des plages principales de Rio. Ok. Et encore tout seul, je vais et je viens dans les vagues, je m'amuse, je commence vraiment c'est à kiffer avec les grosses vagues. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'en fait, que tu es en train de te faire, en anglais, on dit to get sucked by the wave. Donc, Ouais. tu te Tu vas fais, te faire entraîner par le courant. ouais, tu te fais entraîner par le courant, tu te rends compte qu'en fait, tu peux plus retourner et tu commences à paniquer. Et donc, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été sauvé par un jet ski Ok. qui avait été guidé par un hélicoptère qui en fait m'avait vu, qui était donc en fait et j'avais abandonné. Donc je paraîtrai dans tous les détails, mais j'avais passé pas mal de temps à j'étais en train de combattre, j'étais en train d'hurler Ayuda, Ayuda, Ayudo. Et c'est la dernière chose que tu veux faire à Ipanema, c'est hurler je veux de l'aide devant une quarantaine de Brésiliennes. Mais bon, malheureusement, quand tu te retrouves dans une situation, une petite situation comme ça, voilà, tu n'as aucun choix. Et j'ai vraiment l'impression que personne m'entendait. Et à un certain point, I gave up. Je me sentais comme une sorte de poupée dans l'eau et Ah, j'avais let go. J'avais vraiment let go. ah, t'as connu ça, genre de cette sensation de OK, c'est bon, Ouais, c'est mon heure, j'ai plus de force, j'abandonne, ouais, quoi. ouais. Comme tu vois les animaux là quand ils sont, les biches ou quoi, quand ils se font choper par les lions dans la savane, tu sens qu'à un moment, elles sont fatiguées et elles disent: «Bon vas-y, c'est bon, c'est mort, on Écoute, rentre». j'ai jamais été comparé à une biche, mais avec grand plaisir, ouais. Non, mais exactement. En fait, j'ai eu quelques NDEs, donc des Near Death Experiences. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est un peu la réaction psychologique que tu as quand tu penses que voilà, c'est la fin, que ça soit avec une overdose, que ça soit avec quand tu vas noyer. Euh, ouais, c'est assez intéressant. C'est comme si le time sort of calms down. Dans cette expérience, j'étais irrationnel, j'étais en train de noyer. Et à un certain point, voilà, tu abandonnes et bizarrement, c'est en abandonnant où tu retrouves un peu plus d'équilibre. Dans le sens, j'avais l'impression d'avoir trouvé, d'être mieux, mais je savais que voilà, c'était la fin. Et en Et fait, je me et retrouve en fait sauvé par un jet ski qui en fait m'a sorti par l'épaule, m'a mis sur une planche. Et en fait, je me retrouve dans le sens sur le sable en train de voilà, en train de époustouflé en train de remercier le bon Dieu. Et apparemment, tous les mois, il y a plusieurs personnes qui meurent sur cette plage à cause de ce problème-là. Donc la raison pour laquelle il y a un hélicoptère et des jet skis, c'est parce que c'est souvent c'est une cause de mort, la seule ah ouais, réponse. ouais, donc les mecs, ils sont vraiment arrivés pile au bon moment parce que tu étais en train de mais est-ce que quand tu dis, parce que tu dis: «J'ai regardé, j'ai récupéré mon calme et tout», heu, en gros, je comprends que bon, tu as compris que tu arrivais pas à remonter, donc tu as dû paniquer, tu as dû faire des grands mouvements, dépenser beaucoup d'énergie pour essayer de lutter contre le courant, ce qui d'ailleurs, hem, au passage, autant partager, cette expérience avec tout le monde. Faut surtout pas faire ça quand tu es en train de Absolument, il faut sortir. faut se laisser aller, il y a un moment, tu vas sortir et te retrouver dans une, Exact, exact. a priori, dans une situation où tu vas pouvoir contourner et revenir sur la plage. Donc surtout pas lutter. Mais bon, donc du coup, tu as dépensé plein d'énergie et tout, et au bout d'un moment, tu t'es dit: «Bon, tu commences tu as commencé à abandonner». Est-ce que donc c'est à ce moment-là qu'ils t'ont récupéré, si j'ai bien compris, mais est-ce que tu penses que cette phase de calme dans laquelle tu es rentré, ça t'aurait aussi permis de te dire bah, de réagir autrement et de du coup réadapter ta stratégie et pour finalement continuer à te battre et t'en sortir, mais différemment, quoi? Est-ce Ouais, que non, ouais, non, c'est une bonne question. Et oui, en fait, j'ai pensé pas mal à cet épisode. Et en fait, je m'étais rendu compte, mais de toute façon, voilà, c'était que si en fait je flottais et de temps en temps je levais en fait la tête pour reprendre de l'air pendant que en fait je me faisais entraîner par les vagues, ça aurait été in hindsight la stratégie à adopter. Donc à la place de combattre, c'est flotter avec la tête bien évidemment dedans, dans l'eau, parce que le problème que quand tu sors et tu as ta tête qui est exposée à toutes les vagues, tu peux pas contrôler en fait ta respiration ou en général l'influx d'eau.
Et c'est ça, en fait, qui avait créé la panique, qui ensuite m'avait fait abandonner, on va dire, voilà, cette, voilà, cette partie. Et donc ouais, donc j'ai fait pas mal de recherches et je suis d'accord avec toi. La meilleure façon, c'est de sortir, en fait, c'est de se faire entraîner, c'est de sortir, en fait. Au pire des cas, just swim out. Moi, c'est ce que mon père me disait toujours parce que mon père est maltais et bien évidemment, lui s'est retrouvé dans une situation assez similaire parce qu'il était, voilà, c'est une île. Et il dit: «Dans le pire des cas, tu swim out, tu nages dehors». Parce que la réalité, c'est que tu as des endroits très spécifiques à côté de la falaise, de la plage, où en fait, tu as ce bouleversement de la vague qui en fait t'entraîne et c'est en Mmh. fait le pire endroit où en fait tu es forcé. Donc D'accord. ouais, très intéressant comme expérience, mais ouais, assez choquant. Un peu flippant, ouais, Ouais. j'imagine. Et Et toi, tu du as eu des expériences de NDE, Near Death Experience? C'est là où aussi que j'avais appris la parole, NDE qui ouais m'avait, Ouais, je qui connaissais pas quand tu as dit ça tout à l'heure, j'ai capté après, mais j'ai pas compris, ce à quoi tu faisais référence. Non, pas dans ce sens-là. Enfin, je me suis jamais senti partir, quoi, si c'est ça ta question. J'ai jamais été dans une situation où j'ai déjà été dans une situation de danger où je me suis dit, j'ai senti un danger de mort. Ça m'est arrivé une fois ou 2, voilà, vraiment où je l'ai ressenti fortement, mais non, j'ai jamais connu un moment où je me suis dit: «Ah ça y est, c'est maintenant, c'est mon heure, je vais ouais. partir», tu vois? Ça j'ai pas connu. Mais peut-être une autre fois, hein, on sait jamais avec les voyages qui continuent, je le souhaite pas Il est jamais trop tard. forcément. Exactement. Bon, bah, écoute, bah, merci pour avoir partagé cette histoire. Est-ce que tu enfin, est-ce que tu es capable sur ces histoires en particulier, est-ce que tu en retires quelque chose en particulier? Comment ça t'a fait grandir? Je sais pas, est-ce que tu as un petit peu un mot de la fin, des conseils à donner ou quoi que ce soit, un retour d'expérience que tu veux faire par rapport à ce que tu as vécu? Alors l'une des choses qui vient à l'esprit et c'est que les expériences traumatiques te permettent de mieux gérer les futurs stress que tu vas avoir. Que Mmh. ça soit, voilà, un noiement, le fait de se faire encercler par des criminels. Moi, en fait, aujourd'hui, je leverage ces expériences passées pour mieux gérer les petits stress du travail, les petits stress de parce qu'en Ah fait, ouais. tu te rends compte que les stress que l'on a au jour le jour, oui, certes, il y en a certains qui sont en effet à prendre, ne pas prendre à la légèreté. Mais voilà, donc ça me permet de contextualiser les peurs, les stress que j'ai, au jour le Mmh. jour. Donc voilà, de façon assez on va dire philosophique, j'ai quand même, bénéficié, on va dire, de ces expériences qui est assez flippante, que jusqu'aujourd'hui j'utilise quand voilà, j'ai besoin de me recentrer et de me recalmer. OK, cool, cool. Bah, merci beaucoup. Merci Marc, d'avoir partagé ces histoires, avec nous. J'espère qu'elles serviront aussi, qu'elles auront intéressé et qu'elles serviront, les personnes qui vont, les entendre, les écouter, peut-être pour, si ces personnes-là se retrouvent dans des situations similaires. Absolument. Donc merci en tout cas. Si Plaisir. vous aussi, vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas, à nous contacter, heu et voilà, ce sera un plaisir de vous recevoir et d'écouter vos histoires. Merci Marc et à la prochaine. Merci Ciao. Romain. Ciao.